Bonjour à tous. Donc, les recherches que je présente ici sont, comme moi, très jeunes. Et donc, je vais essayer finalement d'abréger quand même le plus possible, de telle façon à ce qu'on puisse laisser place à des personnes plus expérimentées d'une part et à la discussion, puisque de toute façon, puisqu'on questionne l'impact sociétal et que nous sommes ici dans une forme de réunion sociétale sur les questions qu'on pose, c'est bien dans cette session que la discussion a peut-être le plus de sens. Donc je souhaiterais dans un premier temps me dégager de trois problématiques vis-à-vis du sujet posé, c'est-à-dire celui de l'impact sociétal. Premièrement, je parlerai plutôt d'intégration sociétale des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer plutôt que d'impact. En effet, le terme d'impact implique une séparation diachronique entre le champ de la recherche biomédicale et la société. En dépit du caractère technique, expert et scientifique des essais thérapeutiques, ces derniers n'en sont pas moins la société, eux aussi. Postuler une frontière entre la recherche scientifique et la société nous rend aveugles à de nombreuses choses. Nous rend aveugles à de nombreuses choses, notamment la façon dont le cours des essais thérapeutiques est lui-même modifié par son intégration au sein de la société. Les travaux de Nicolas Daudier sur les essais thérapeutiques concernant le sida ou de Madame Rabarissoa et de Michel Callon sur les myopathies ont montré l'intérêt d'une approche qui décloisonne les rapports entre société et science. Ceci étant dit, je préciserai qu'au point de vue où j'en suis de mes recherches, je n'ai pas remarqué de phénomène renversant l'idée d'une unilatéralité de la science vers la société. C'est-à-dire que l'observation de la documentation disponible concernant les rapports entre associations et essais thérapeutiques, par exemple, n'affiche pour le moment qu'un soutien, que je dirais presque indéfectible, des associations envers les entreprises liées à la recherche. Là où dans le cas des événements autour de ACT UP, il y avait eu une pression de la part de représentants de la société civile envers la recherche pour modifier son cours, si on regarde les productions de la Alzheimer Association, on est dans le cadre d'une aide, d'un soutien, qu'il soit financier ou dans le cadre d'organisation d'événements. Ceci dit, les points d'intégration sociétale des essais thérapeutiques demeurent nombreux. Certains sont d'ordre endogène, quasiment matériel, le financement de la recherche par exemple, par les institutions politiques, mais aussi les lois économiques du marché pharmaceutique pour la recherche privée, les modes de recrutement des sujets, les modalités de protection des patients, etc. Les liens entre essais et société sont encore très nombreux, même s'ils ne sont pas placés sous l'ordre nécessairement d'une bilatéralité. Deuxièmement, je voudrais poser la question de qu'est-ce que sont les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer, ce qui n'a pas vraiment été fait encore aujourd'hui et desquels je parlerai précisément. J'ai à ce titre mené une recherche exploratoire où j'ai recensé depuis la base clinicaltrials.gov l'ensemble des essais se présentant comme étant eux-mêmes préventifs de la maladie d'Alzheimer. Après avoir filtré les quelques anomalies propres au fonctionnement lexical des moteurs de recherche, j'ai donc recensé 121 essais thérapeutiques ayant lieu en ce moment ou ayant eu lieu de prévention de la maladie d'Alzheimer. Sur ces 121 essais, seuls 80 sont dits interventionnels, c'est-à-dire agissent sur les sujets, les 41 restants étant observationnels. Au sein de ces 80 essais interventionnels, 46 utilisent une molécule, donc c'est-à-dire sont en lien avec ceux dont M. Wallon a parlé dans la session précédente. Les 26 restants sont dits, sur les 34 restants, 8 consistent en une transformation du régime alimentaire et 26 sont dits comportementaux, soit qu'ils consistent en des formes d'éducation thérapeutique, d'exercice ou de stimulation cognitive. Donc on le voit déjà, prévenir la maladie d'Alzheimer a des sens finalement assez différents en fonction de l'essai dont on parle et il est nécessaire de spécifier de quels essais on parle. Dans le cadre de cette intervention, je me concentrerai sur le noyau dur en termes éthiques de ces essais, c'est-à-dire ceux testant des molécules visant à interférer avec le processus physiopathologique de la maladie, c'est-à-dire au nombre de 46, dont la quasi-totalité ont cours aux États-Unis. Le troisième point de clarification est celui du degré d'anticipation. Anticiper l'impact sociétal des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer peut signifier deux choses. D'une part, anticiper la mise en place des essais en eux-mêmes ou anticiper l'existence de thérapeutiques préventives disponibles et utilisées. Si par le biais d'une comparaison avec les États-Unis, je m'aventurerais à élaborer quelques idées sur la mise en place des essais, je ne saurais anticiper la diffusion de thérapeutiques préventives à un tel stade de recherche. Ainsi, l'objet m'intéressant est bien l'intégration sociétale des essais thérapeutiques usant d'une molécule pour modifier le processus physiopathologique de la maladie d'Alzheimer.
Concernant mon approche, le projet de recherche que je présente ici part d'un constat, celui des différences dans les régimes d'encadrement des essais thérapeutiques en France et aux États-Unis. Si les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer dont nous discutons aujourd'hui sont permis outre-Atlantique, les demandes faites auprès de l'ANSM en France font encore l'objet de réponses négatives, à l'exception de l'essai dont on a parlé dans la session précédente, Diane-TU, mais qui, lui, vous l'avez compris, se caractérise par une étude de maladie dont la pénétrance génétique est très importante et donc pour lesquelles l'incertitude est moindre. Ce constat amène immédiatement à des observations d'ordre historique. En dépit de la valeur supposément universelle des principes fondateurs de l'encadrement éthique de la recherche, différents espaces de souveraineté, différentes nations font des constats divergents quant au caractère éthiquement acceptable de certains essais thérapeutiques. Pourquoi ? Cette question n'a en fait rien de particulièrement original. Toute personne cherchant à mettre en place un projet d'essai thérapeutique se l'est déjà posé, particulièrement si cette thérapeutique se caractérise par un degré d'innovation très fort. Et en fait, le cœur de ce projet est ici, de ce projet de recherche, c'est d'étudier qu'est-ce qui est considéré comme étant de l'ordre du faisable ou du tolérable à l'intérieur d'une société et comment est-ce que des mécanismes sociaux et politiques délimitent ce que l'on peut se permettre en termes de recherche, en l'occurrence, à l'intérieur d'un groupe social. Je séparerai cette présentation en deux parties. Dans un premier temps, je dégagerai ce qui me semble être des spécificités des essais thérapeutiques de la maladie d'Alzheimer, conditionnant l'intégration sociétale de ceux-ci. Suite à cela, j'élaborerai par le biais de l'outil conceptuel d'économie morale quelques exemples permettant de comprendre comment cette question de l'intégration sociétale peut être connectée à des problématiques que nous dirons dans un sens large éthique. La deuxième partie va être sérieusement grignotée puisque nous n'avons peu de temps, je m'en excuse d'avance. Par quel biais pouvons-nous caractériser les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer comme étant quelque chose de spécifique ? J'ai dégagé plusieurs points qui, à mon avis, caractérisent non seulement leur innovation, mais aussi leur ambition et, d'une certaine façon, la prétention qu'ils ont à faire bouger les lignes, c'est-à-dire à être novateurs. Tout d'abord, je dirais que les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer sont socialement chargés, car ils répondent à un problème considéré comme urgent, et ce, à échelle mondiale. Pour reprendre la formule de Robert Butler, fondateur en 1996 du National Institute of Aging, dans son livre The Longevity Revolution, un des triomphes du XXe siècle a été l'augmentation phénoménale du nombre de personnes vivant longtemps. Toutefois, à moins de trouver un moyen par lequel prévenir ou guérir la maladie d'Alzheimer ou d'autres formes de démence grave, le monde sera bientôt confronté à l'épidémie du XXIe siècle. À ce titre, les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer peuvent être considérés comme s'inscrivant au sein d'une écologie des réponses politiques à la maladie d'Alzheimer. Et c'est ici que la remarque qui a été faite sur la distinction entre l'approche, on va dire, handicap cognitif et accompagnement et l'approche recherche biomédicale peut être faite. Ces deux approches font partie d'une seule et même écologie de réponse politique à un problème que l'on considère comme urgent. Et en fonction des acteurs qui les mettent en place, et c'est là tout l'enjeu, ces deux approches peuvent être partenaires, mais aussi adversaires. On peut ne pas le souhaiter, mais du moins non partenaires. Le fait que cet enjeu soit à échelle mondiale rend la nécessité de trouver une thérapeutique de prévention de la maladie d'Alzheimer d'autant plus pressante. Il existe, en plus de la nécessité humaine visant à réduire des souffrances dramatiques, une compétition internationale où des entités transnationales comme des entreprises, mais aussi des entités nationales comme des programmes de recherche nationaux ont tout à fait intérêt économiquement à trouver une thérapeutique le plus rapidement possible. Le deuxième point qui vient de caractériser les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer est la surdétermination du risque lié à la logique préventive. Si l'incertitude est inhérente à chaque essai thérapeutique, tant du fait des hypothèses scientifiques mobilisées, qui sont en fait plus ou moins solides, que dans l'expérimentation de nouvelles thérapeutiques, ce qui paraît logique, elle est renforcée dans le cas des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer. Cela tient notamment à l'impossibilité de déterminer précisément le devenir du sujet au regard de la maladie même, sauf dans le cas des formes autosomiques dominantes, que je ne traite en fait pas vraiment ici. Ainsi, les risques inhérents au processus expérimental sur des êtres humains sont surdéterminés dès lors que le sujet inclus dans la recherche n'exprimeront peut-être jamais les symptômes cliniques de la maladie d'Alzheimer. Un troisième point venant caractériser les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer est la concentration et l'ampleur du recrutement et les filtres entre recrutement et pré-recrutement
de ces essais. Puisqu'on vient caractériser ici des personnes dites asymptomatiques, le pool à partir duquel peut être puisé des sujets participant aux essais thérapeutiques est extrêmement large. Et pourtant, l'évolution dans les standards d'inclusion et les standards de qualité des essais thérapeutiques tendent à promouvoir des filtres de plus en plus restrictifs. Il faut que les sujets participants soient, ou du moins il me semble, soient de plus en plus précisément ciblés de telle façon à pouvoir produire une information scientifique de qualité. Ceci fait un double effet particulièrement étrange d'élargissement des sujets potentiellement inclusibles entre guillemets, dans les essais thérapeutiques et en même temps le taux de chance de plus en plus élevé d'échouer entre guillemets à rentrer dans les essais du fait de standards de plus en plus importants. Le quatrième facteur, c'est celui de la temporalité et de la pénibilité des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer. Du fait de l'adoption d'une posture préventive et de l'histoire naturelle de la maladie d'Alzheimer, incluant une phase préclinique pouvant s'étaler sur 20 ans, les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer se caractérisent par la nécessité d'un engagement du sujet sur une durée étendue. Pour ce qui est de l'essai qu'on appelle A4 ou celui testant les molécules CAD106 et CNP250, deux essais aux États-Unis, il dure 8 ans. Donc on est grosso modo, on va dire, en cohérence avec ce qui a été dit précédemment, donc je ne vais pas trop m'arrêter dessus. Et un dernier point qui me paraît particulièrement important quand on questionne l'impact et l'intégration sociétale des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer, c'est le fait que toute personne inclue dans le processus doit être accompagnée par un proche. Ce proche a un rôle à la fois de garant, mais aussi de témoin des évolutions liées à l'inclusion dans l'essai thérapeutique. Chacune de ces spécificités transforme les modes d'intégration sociétale des ETPMA, transforme la façon dont les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer existent à l'intérieur d'une société. L'urgence d'action, donc en fait le fait que l'action soit nécessaire, a des conséquences dynamiques sur l'ordre politique et social. Les auteurs qui promeuvent une solution face à la maladie d'Alzheimer en sont d'autant plus volontaristes et dans leur désir de transformation et mettent donc une certaine pression sur les structures d'encadrement qui elles-mêmes deviennent d'autant plus susceptibles d'être déplacées. Autrement dit, le projet préventif change de nature en tant qu'objet sociétal. Il devient un débat de société s'appuyant sur la nécessité ou l'opportunité de déplacer les lignes. Les nouvelles positions se structurent et potentiellement se radicalisent. Certains deviennent précautionnistes et d'autres sont considérés comme riscophiles, inconscients, en fonction de comment on est décrit. Cette urgence de l'action combinée au dépassement de l'économie morale de la guérison implique de développer une nouvelle logique morale, c'est-à-dire que par rapport aux essais thérapeutiques curatifs, c'est-à-dire que là où les essais thérapeutiques curatifs se sont appuyés, et je travaille ici en collaboration avec le travail de Benjamin Derbez, sur une logique de guérison, c'est-à-dire que la prise de risque pouvait être compensée par l'opportunité d'être guéri, il faut, pour les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer, trouver une autre logique morale justifiant l'engagement des personnes. Et, pour reprendre c'est un peu... Tant que cette logique n'aura pas été déterminée et clairement établie, c'est entre guillemets, la porte ouverte à toutes les fenêtres. C'est-à-dire que des questions qui pourtant semblaient réglées auparavant, comme la rémunération des sujets, sont réouvertes, puisqu'il s'agit de redéfinir selon quelle logique morale on va définir l'engagement des personnes. Les autres phénomènes, les autres caractéristiques des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer, eux aussi transforment l'existence sociétale de ceux-ci. La surdétermination du risque en fait un objet complexe qui appelle la mobilisation d'acteurs intermédiaires entre les scientifiques et les potentiels sujets afin qu'une action de vulgarisation et de discussion soit menée. Je reviendrai sur les enjeux éthiques de la vulgarisation, ce sera probablement les seuls que j'aurai le temps de traiter. L'ampleur du recrutement, et ça on a eu, M. Hésinger en fait l'a déjà très bien expliqué, transforme l'intégration sociétale puisqu'elle en fait ce qu'on pourrait appeler un essai de masse ou un essai total, pouvant concerner l'ensemble de la population. L'intégration sociale passe par des outils de communication donc le plus large possible.
Finalement, la temporalité et la pénibilité des essais ont un impact évident en termes d'intégration sociétale. Les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer constituent une transformation en soi qu'il faut accompagner aux échelles individuelles et communautaires tout au long de l'essai, c'est-à-dire sur 8 ans. Les sujets impliqués dans les essais s'engagent dans un rapport complexe à la maladie, notamment parce qu'il est marqué par l'incertitude, mais aussi parce qu'il est marqué par une pénibilité. C'est-à-dire, on l'a vu, la potentialité de ponction lombaire régulière, d'imagerie médicale, le doute lié à la prise de médicaments incertains. L'accompagnement doit être repensé, je veux dire, même dans l'exercice pourtant considéré comme peu traumatique de l'examen neuropsychologique, répété à l'échelle de 8 ans, on peut considérer que il y a un potentiel traumatique, ou du moins un potentiel véritablement pénible. Voilà. Qu'en est-il de l'éthique à proprement parler, maintenant qu'on a dégagé d'une certaine façon les complexités de cette intégration sociétale des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer? Le point le plus important que j'aimerais faire valoir, et en fait il a déjà été mis en avant par plein de personnes, donc je ne vais pas non plus m'arrêter énormément dessus, c'est celui donc de l'information et de la communication. Si on observe les campagnes marketing menées par les essais thérapeutiques américains, surtout menées par les organes privés, mais y compris DIAN-TU, dont on a parlé ultérieurement, on remarque que c'est le vecteur émotionnel qui est le premier mis en avant. C'est-à-dire qu'il y a une mise en scène de l'ambition médicale, de la promesse médicale, d'un monde sans Alzheimer qui prime sur en fait la réalité de ce que c'est qu'une inclusion dans un essai thérapeutique. Ceci met en valeur que une bonne communication pour le recrutement d'un essai thérapeutique, finalement, n'a pas besoin d'être honnête. J'entends bonne autant en termes d'efficace. C'est-à-dire que jouer la carte catastrophiste devant le futur de la société face à la maladie d'Alzheimer peut être bien plus efficace que de donner une information, on va dire, honnête et précise sur ce que cela implique d'être inclus dans des essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer. Ainsi, le seul enjeu éthique que j'aimerais mettre en avant ici est celui de se poser la question de qui produit le discours, qui produit l'information, comment elle est diffusée et comment elle est contrôlée. Et bon, bien sûr, dès qu'on parle de contrôle d'information, on rentre dans des questions politiques extrêmement complexes, mais je pense qu'il faut réfléchir à la création d'institutions ou à la nomination d'institutions dont on considérera qu'elles transmettent des informations, disons, honnêtes et fidèles. Voilà. Bon, il me reste encore peut-être 1 minute. Bon, l'autre enjeu éthique que j'avais envie de mettre en avant avec vous est celui qui consiste à dire qu'en fait, les essais thérapeutiques de prévention de la maladie d'Alzheimer transforment le rapport entre individu et communauté. Et en fait, c'est quelque chose qu'on a déjà mis plusieurs fois en avant dans cette journée. La communauté ou les communautés, c'est-à-dire premièrement la famille, ensuite la communauté de ceux qui sont inclus dans l'essai thérapeutique, puis la communauté de ceux qui sont potentiellement malades, et enfin la communauté à titre de société. On voit des discours qui mettent à la fois en avant le droit d'accès à la recherche, puisque source potentielle de thérapie première, de thérapie novatrice première, mais aussi le devoir de s'engager dans la recherche. Or, quand on caractérise le droit d'accès à la recherche, on fait valoir un droit personnel, alors que quand on fait valoir le devoir de s'engager dans la recherche, dans une logique de mutualisation des risques propres à celle-ci, on fait valoir une logique communautaire. On voit bien qu'ici, il y a une tension entre individu et communauté dans les discours, et il faut que ce débat soit posé et ait lieu de façon claire. Voilà. Je vous laisse là-dessus.